Le chef de l'État à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur la stratégie ivoirienne de lutte contre le réchauffement climatique. Rentrée scolaire 2014-2015, 33 albinos soulagés quant à leurs problèmes d'acuité visuelle. En République démocratique du Congo, plus de 6 millions d'enfants souffrent de malnutrition chronique. L'UNICEF sonne donc l'alarme. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, poursuit son séjour à New York où il participe à la 69e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, session ouverte mardi. Hier, le chef de l'État s'est prononcé à la tribune de l'ONU sur la stratégie ivoirienne de lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Nous devons réagir à la hauteur de la menace, a-t-il souligné. En substance, on fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Le sommet mondial sur le climat, thème ayant marqué cette journée de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République de Côte d'Ivoire intervenant sur le sujet a indiqué que la Côte d'Ivoire entendait promouvoir les énergies propres et renouvelables afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte de l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Pour le président de la République, le but est de rééquilibrer le mix énergétique national dominé à 75,5% par les énergies fossiles en augmentant notamment la production des énergies propres et renouvelables. Un autre temps fort de cette journée, la réunion présidentielle sur l'initiative Sud-Sud pour l'énergie. Une réunion organisée par le président ghanéen John Dramani Mahama. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part, tout comme celui de la Guinée équatoriale, aux côtés du président ghanéen. Mais avant cela, le chef de l'État ivoirien a reçu des personnalités au siège de l'ONU. D'abord, Mme Elizabeth Littlefeld, présidente de l'OPIC, Overseas Private Investment Corporation. Nous avons parlé de toutes les opportunités économiques en Côte d'Ivoire. Notre mandat, c'est d'essayer d'attirer l'investissement direct venant de l'étranger vers la Côte d'Ivoire. Et nous avons parlé de plusieurs secteurs qui sont propices et qui sont intéressants et qui peuvent éventuellement attirer des investissements américains, tels que le tourisme, la télécommunication, l'infrastructure, etc. Juste après la présidente de l'OPIC, c'est au tour de la présidente par intérim de la République centrafricaine de rencontrer le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale. J'ai voulu qu'il y ait ce premier contact pour pouvoir par la suite bénéficier de l'expérience ivoirienne en matière de résolution de la crise, mais surtout renforcer une coopération longue entre la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à partir de ce contact, où en tant que petite sœur, j'ai fait le premier pas vers mon grand frère, nous allons dorénavant améliorer nos relations. Pour Catherine Samba Penza, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara était une occasion à ne pas rater. La présidente par intérim de la République centrafricaine estimant qu'elle était nécessaire pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ouvrons la page santé de ce journal. Le diabète, un véritable problème de santé publique. Plus de 371 millions de personnes touchées dans le monde. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 6,7%, soit plus d'1 million de personnes touchées. Pour donc empêcher l'émergence de la maladie, l'ONG Mediapam décide d'agir. Une semaine de dépistage est initiée dans la commune de Cocody. On en parle avec Serge Gongomet. Le diabète fragilise la santé des populations dans le silence. C'est ce qu'affirment les responsables de l'ONG Mediapam, c'est-à-dire médecins et paramédicales pour la lutte contre le diabète, ses complications et les maladies métaboliques. Alors, l'ONG initie cette séance de dépistage à Cocody pour permettre aux populations de prendre les précautions face au diabète. Ma mère est décédée dans ce diabète. J'ai aussi mon frère qui est diabétique et moi je souffre d'une hypoglycémie depuis quelques années. On est tous touchés par ce mal-là qui ronge aujourd'hui. Nous ne le savons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces dépistages-là, pour pouvoir au moins connaître notre statut et puis voir comment est-ce qu'on peut remédier.
Dans la mesure où un patient est déclaré positif par le test de dépistage, il devra observer les consignes suivantes. Éviter tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras. Il faut faire du sport, il faut avoir une activité physique régulière. La séance de dépistage de l'ONG Mediapan, médecins et paramédical pour la lutte contre le diabète, ses complications et les maladies métaboliques, prend fin le dimanche prochain. 33 albinos viennent d'être soulagés et quant à leurs problèmes d'acuité visuelle des élèves, pour la plupart vivant dans le district d'Abidjan. C'est une action de l'ONG Bédassi en collaboration avec le Lions Club Abidjan Horizon. On retrouve Serge Gangomé, le reportage est de Evoué. Maladie génétique incurable, l'albinisme est dû à l'absence de mélanine dans l'organisme, une substance déterminant la couleur du teint, des poils et des yeux. Les albinos sont le plus souvent confrontés à des problèmes de peau et de vue. Bon nombre d'albinos n'arrivent pas à suivre, à aller à l'école à cause d'un problème d'acuité visuelle. Résoudre ces problèmes d'acuité visuelle et permettre à bon nombre d'albinos de continuer leurs études, une journée de remise de verres correcteurs est organisée. L'œuvre est de l'ONG Bédassi, c'est-à-dire Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les Lions Club Abidjan Horizon et Strelizia. Depuis 2 ans, mener des activités pour pouvoir aider cette communauté qui a beaucoup de besoins. Il y a d'abord eu des séances de consultation gratuites suivies par la remise de lunettes. Un geste salutaire pour les bénéficiaires. Je n'arrivais pas à lire correctement, regarder la télé, les journaux. Aujourd'hui, je me sens bien parce que c'est un grand soulagement. Au total, 33 albinos du district d'Abidjan ont reçu ces verres. Cette initiative sera reconduite dans quelques jours pour les albinos résidant à Boaké. On referme la page santé pour parler éducation. Un petit tour donc dans l'Agnébi et Tiassa pour revivre cette journée spéciale à Broukro. Une journée pour célébrer l'excellence. Les meilleurs élèves de l'année scolaire précédente ont reçu ce jour-là des kits scolaires, de quoi alléger en tout cas les charges de leurs parents en cette année scolaire. Serge Gangomé. Première journée de l'excellence à Broukro, village situé dans la sous-préfecture de Tiassalé, région de l'Agnébi-Tiassa, au nord d'Abidjan. Initiée par l'église Jardin d'Éden, cette cérémonie s'est déroulée à l'école primaire publique du village. Au nombre de 12, les meilleurs élèves de Broukro ont reçu chacun des kits scolaires. Par ce geste, cette communauté religieuse entend alléger les charges des parents et les encourager à la scolarisation des enfants. D'avoir remercié Dieu qui nous a donné cette idée, qui nous a inspiré pour pouvoir poser ces actions à l'endroit de l'école. Pour récompenser les meilleurs élèves de Broukro, qui ma foi le méritent. C'est une sonnette d'alarme que l'école a besoin d'aide, que l'école a besoin de soutien. Alix Yapo, marraine de la cérémonie, a relevé les conditions difficiles dans lesquelles travaillent ses enfants. Par ailleurs, elle les a félicités pour les résultats obtenus. La marraine a promis la réhabilitation de l'école primaire publique de Broukro qui se trouve en ce moment dans un état de délabrement avancé. D'ici là, rendez-vous donc l'année prochaine pour la 2e édition des Journées d'excellence à Broukro avec une école primaire certainement rénovée. Rentrée scolaire sous haute surveillance au Nigeria, aucun cas détecté ces 10 derniers jours, mais les responsables des établissements scolaires jouent la carte de la prudence. Les mesures de prévention sont de mise. Premier jour d'école et premier contrôle pour ces élèves d'Abuja. La vérification de la température est l'une des consignes imposées par le gouvernement nigérian pour cette rentrée 2014. Pour éviter la propagation du virus d'Ebola, il y a les règles d'hygiène incontournables, mais aussi de nouvelles mesures de prévention. Nous avons formé une infirmière qui prendra les mesures nécessaires pour isoler toute personne malade. Aucun cas d'Ebola au Nigeria depuis 10 jours. L'épidémie serait contenue, mais le directeur ne veut prendre aucun risque. Alors avant de passer en classe, il rappelle les instructions à suivre. Les parents qui ont accompagné leurs enfants pour cette rentrée semblent rassurés. L'environnement est très propre et tout est bien mis en place. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. À Lagos, seuls quelques privilégiés ont pu reprendre le chemin de l'école.
Très peu d'établissements sont équipés de désinfectants et autres matériels nécessaires à la prévention. Les écoles publiques et privées ne sont pas logées à la même enseigne. Malheureusement, dans l'État de Lagos, on n'a pas été préparé à temps. On n'a rien vu de cet équipement et c'est comme ça que la tension a commencé. Les enseignants ont refusé de reprendre le travail dans ces conditions et la rentrée a été reportée dans certains États du pays. Plus de la moitié des enfants de 0 à 5 ans menacés de mort en République démocratique du Congo. La malnutrition sévit dans le pays. Au centre hospitalier de Montamba, au sud de Kinshasa, toutes les équipes médicales ont été mobilisées. Ici sont accueillis chaque semaine des dizaines d'enfants atteints de malnutrition aiguë. Au total, le centre enregistre plus de 100 visites par mois. La République démocratique du Congo présente depuis longtemps un taux de malnutrition l'un des plus élevés du monde. Ce sont plus de 6 millions de petits Congolais de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique. Jupsi est venu avec l'un de ses jumeaux. Âgé de 12 mois, il ne pèse que 4 kilos. Il est atteint de malnutrition aiguë, mais pour en être sûr, il faut aussi mesurer sa taille et son bras. Le résultat est sans appel. Après avoir été très malade, mes jumeaux ont connu une perte considérable de poids. À l'hôpital où je suis allée, on m'a conseillé de les amener au centre parce qu'on soigne bien les enfants. Ici, ils pourront récupérer les kilos perdus. Les jumeaux devront rester en observation au centre 6 jours. Les enfants sont réalimentés avec du lait thérapeutique, mais il n'est pas toujours simple de les convaincre de boire le liquide. À cette malnutrition s'ajoutent souvent d'autres complications. Les enfants que nous gardons ici à l'intensif, c'est ceux qui présentent les complications. Parmi les complications, vous allez comprendre qu'il y a la diarrhée par exemple, le vomissement, celui-là avec les pieds gonflés, oui. Plusieurs facteurs expliquent la forte malnutrition. La sous-alimentation, le manque d'accès aux soins de santé, leur mauvaise qualité et enfin le manque d'hygiène domestique. Selon l'UNICEF, en République démocratique du Congo, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans seraient liés à la malnutrition. De nouvelles frappes sur les positions stratégiques de l'organisation de l'État islamique dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Syrie et en Irak. La coalition menée par les États-Unis contre l'État islamique poursuit l'assaut lancé depuis bientôt une semaine. L'opération va certes s'étendre dans le temps, mais le Pentagone se félicite déjà des résultats et n'entend pas lâcher prise. La question de la lutte contre l'enrôlement des djihadistes étrangers sera justement à l'ordre du jour à l'Assemblée générale de l'ONU ce mercredi. Mais avant, le point après les premières frappes. C'est par un simple tweet du chargé de presse du Pentagone, repris par l'agence britannique Reuters, que l'annonce en a été faite. Les États-Unis ont tiré cette nuit pour la première fois 47 missiles de croisière Tomahawk depuis leur flotte en mer Rouge et dans le Golfe contre le territoire syrien. Appuyés par des raids aériens des alliés arabes de la coalition, ces frappes ont visé des sites d'entraînement, de commandement et d'opération des djihadistes de l'État islamique, à Raqqa, Deir ez-Zor, Hasaka et Boukamal. Confirmées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces opérations auraient détruit et endommagé leurs cibles et tué une vingtaine de combattants. Un document vidéo des dégâts à Idlib circulant sur les réseaux sociaux a même dénoncé la présence de victimes civiles sous ces décombres. La Jordanie a confirmé sa participation à ces opérations d'envergure qui devraient se poursuivre, excluant toutefois l'envoi de troupes au sol. Je ne pense pas que quiconque parle ou attende des forces étrangères au sol. En Irak, ce sont les Irakiens qui peuvent œuvrer avec un soutien de la coalition. Et en Syrie, c'est l'opposition syrienne, l'opposition modérée, qui fait le travail contre les extrémistes. Une attitude partagée par la France, dont les frappes se limitent toujours au territoire irakien. Nous estimons qu'un soutien à l'opposition modérée pour combattre à la fois Bachar et Daesh est une nécessité. Pour toute réaction, la télévision syrienne a révélé à la mi-journée que Damas avait été informé de ces frappes par un courrier de John Kerry et indiqué que la Syrie poursuivait elle aussi sa guerre contre les djihadistes.
C'est d'ailleurs en menant une attaque contre leur position dans la région du Golan qu'un avion syrien a été abattu par la défense israélienne sans aucune riposte de la part du régime. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.